Bonjour, chers amis, bonjour, chers étudiants, bonjour, chers élèves, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. S'il y a un mot qui revient sur le début de l'année, c'est bien celui de coronavirus, de la maladie à coronavirus, encore appelée COVID-19. Cette maladie qui ne laisse rien sur son passage, qui touche tous les secteurs de la vie et de tous les pays, y compris évidemment les groupes publics universitaires. Ce matin, nous voulons discuter de l'impact de cette maladie sur les activités des GBU de la Guinée, du Togo et du Bénin. Et pour discuter de cette question, donc de l'impact de la maladie sur les GBU et aussi des mesures prises par chacun de ces mouvements nationaux, je reçois pour vous ce matin les secrétaires généraux de ces différents pays, que je présente brièvement. Le secrétaire général de la Guinée, en la personne de notre frère David Guilavogui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Et le secrétaire général du groupe biblique universitaire et scolaire du Togo, le frère Armand Djadou. Bonjour. Bonjour, mon Benoît. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, le secrétaire général du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, notre frère Camille Yabi. Bonjour. Bonjour, mon Benoît. Merci beaucoup. Merci à vous pour avoir accepté notre invitation. Et comme je le disais, nous discuterons ce matin de l'impact de la maladie à coronavirus sur nos différents mouvements nationaux. Je voudrais bien laisser la place à notre doyen, le frère David, pour nous dire quelles sont les nouvelles du mouvement et de la Guinée depuis la survenue de cette maladie en Guinée. Bon, merci pour la parole que vous me donnez. Alors, nous, on était déjà dans une première crise liée aux crises politiques et sociales. Et puis, le coronavirus est venu nous trouver là-dedans. Et donc, ce n'est que crise plus crise égale à catastrophe que nous vivons en ce moment parce qu'il y avait les élections législatives qui étaient programmées, plus une élection référendaire. Et donc, ça a jeté beaucoup de gens dans la rue. Il y avait aussi une grève au niveau d'une partie des enseignants qui durait déjà depuis plus de 4 mois. Et donc, on était dans ça. Et petit à petit, la pandémie est venue nous trouver dans cette profonde crise. Alors, donc, les choses se sont accentuées. Mais aujourd'hui, il faut dire que les élections sont derrière nous. Les élections sont passées le 22 mars passé. Quels que soient les résultats, en tout cas, elles sont faites. Les résultats sont donnés, que ce soit au niveau du référendum, que ce soit au niveau des législatives. Tout ça là est déjà derrière nous. Mais cela n'explique pas que la crise politique est finie. C'est loin d'être fini. Mais ce qui a calmé la crise politique, c'est justement la crise liée au Covid-19. Donc, personne ne parle pour le moment tellement de la crise politique. On s'occupe plutôt de la crise liée au Covid-19 dans le pays. Alors, donc, au niveau du pays, toute l'Afrique avait un espoir sur la Guinée à cause de son expérience de gestion d'Ebola. Mais malheureusement, nous sommes en train de décevoir, honnêtement, l'Afrique parce qu'on n'a pas encore su capitaliser cette expérience de lutte contre Ebola pour mettre en évidence la lutte contre le Covid-19 dans le pays. Donc, il y a vraiment, si tu veux, une crise au niveau des autorités, au niveau des décideurs, mais même la population n'est pas en train de prendre dans sa totalité conscience de la réalité de la chose. Alors, donc, comme ça ne touche pas encore les jeunes, il n'y a pas un jeune qui est mort, les gens ont la difficulté de croire, on dit, bon, ces gens de 80 ans, c'est les vieux, ils n'ont qu'à partir, nous, on va trouver du travail. Alors, donc, on est un peu dans ce désordre-là, et donc, ça pose un peu de défis, et on ne sait vraiment pas à quoi va ressembler demain. Donc, nous sommes dans cette incertitude-là au niveau donc, du pays. Et donc, s'il n'y a pas l'école, s'il n'y a pas les activités, alors, naturellement, les Jebègues, nous sommes affectés par différentes choses.
les problèmes de nourriture, les problèmes de logement, les problèmes de déplacement, eh bien, on est devant toute cette réalité, comme d'autres pays d'ailleurs. Merci, merci, merci frère David. Nous allons passer la parole à notre frère Armand. Armand, pouvez-vous nous donner les nouvelles du Togo et du GBUST? Alors, côté Togo, comme vous le savez, par l'actualité, nous avons été aussi, depuis le début mars, affectés par cette maladie qui est devenue une pandémie planétaire. Alors, le tout premier cas au Togo ici a été enregistré le 5 mars. Depuis là, on a fait du chemin. Alors, évidemment, le mouvement va comme le pays. Beaucoup de choses sont ralenties. Depuis le 20 mars, les écoles, les universités, les grandes écoles sont fermées. Donc, les activités sont arrêtées. Donc, le mouvement va à l'image du pays. Il existe encore, bien sûr, et il fonctionne au ralenti en mode virtuel. Il y a quelque chose que nous faisons, dont nous parlerons plus tard. Mais nous rendons grâce à Dieu. Au niveau du Togo, nous ne sommes pas totalement à terre et nous avons même l'espoir que la pandémie soit en train de ralentir. Depuis quelques jours, il n'y a plus de nouveaux cas, malgré au moins une centaine de tests quotidiens qui se font. Ça nous donne l'espoir que l'épidémie va se tasser et que les mesures draconiennes qui avaient été envisagées comme un confinement total, une session sans plus des activités, on n'ira pas jusque-là parce qu'on a un pays avec une structure pas bâtie pour subir ce genre de choc et de risque. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons laisser la place à notre frère Camille pour nous donner les nouvelles du GBEB et en même temps celles du Bénin. Merci. Merci beaucoup. Encore une fois, bonjour. Comme mes prédécesseurs, le Bénin n'échappe pas aussi à la réalité de COVID-19. Il faut dire que dès l'avènement donc de cette situation, le Bénin aussi, à l'instar des autres pays, les autorités ont pris des décisions qui ont amené à une forme de confinement partiel parce que un cordon sanitaire a été défini dans les zones touchées. Donc, tout le pays n'était pas donc confiné. Il y a un cordon donc sécuritaire qui a été défini. À l'intérieur donc de ce cordon, donc, il y a une forme donc de confinement, on peut parler comme ça. Officiel, confinement officiel, mais réellement, vous vous rendez compte que la population, en dehors des intellectuels, en dehors de ceux qui sont informés, qui suivent la communication dans les réseaux sociaux, sont conscients, certains sont conscients, donc il fallait vraiment prendre des mesures barrières. Alors, donc dans notre pays aujourd'hui, le confinement n'est pas total et cela affecte quand même l'économie nationale. Le drame que nous avons vécu, surtout au niveau de l'université, c'est que au début, les gouvernants n'avaient pas pris la décision vraiment d'arrêter les établissements, de fermer les écoles, mais il y avait une décision que le gouvernement a prise qui pouvait permettre aux étudiants de ne pas aller au cours. Alors, les étudiants, une fédération d'étudiants donc commençait par demander à leurs camarades de ne pas accéder aux salles des cours à cause donc de l'effectif pléthorique dans les salles. Donc la menace était très forte par rapport à cette infection, à cette pandémie-là. Mais dans ces revendications des étudiants, je crois que ça a été mal contrôlé par la police nationale. Donc il y a eu un décès parmi les étudiants. C'était vraiment un choc pour
pour les étudiants à l'université. Donc aujourd'hui, l'université est en congé, les écoles sont en congé. Je crois que ça a été quand même un drame que nous avons vécu. Les étudiants que j'ai contactés, précisément à l'université de Calabi, beaucoup ont été sous le choc de ce que cette bavure-là est interdite. Alors aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, les groupes sont fermés. Les écoles sont d'ailleurs fermées, donc que ce soit l'université, les collèges et tout ça sont fermés. Alors donc, du coup, les activités, les rencontres physiques également des GBU sont fermées. Il faut aussi dire au niveau des amis, cela également impacte les amis parce que plusieurs aussi ont vu leurs activités ralentir. Certains font le télétravail et tout ça. Et surtout au niveau des cadres, je crois que les cadres ressentent cela réellement parce que comme ils sont informés, ils prennent des décisions. Alors parfois quand ils sortent, ils voient la façon dont la population se comporte, on se dit mais est-ce que nous sommes sur la même planète parce que ce n'est pas les mêmes réalités. D'un quartier à un autre, ce n'est pas du tout les mêmes réalités. Donc l'économie aujourd'hui est impactée. Mais ce que le pays vit aussi, c'est que les frontières ne sont pas fermées jusqu'aujourd'hui. Donc, il y a toujours des allées et des venues. Et donc, malgré la pression de la population sur le gouvernement, je crois que notre gouvernement doit avoir peut-être plus d'informations, plus d'intelligence que l'ensemble de tout le pays parce que ce gouvernement ne décide pas certaines choses que la population souhaite. Par exemple, hier, la conférence, en tout cas, les catholiques ont fait une conférence pour appeler le gouvernement à fermer les frontières parce que tous les cas que nous avons eu au Bénin sont parvenus donc des pays frontaliers. Et donc, aujourd'hui, nous avons 35 cas confirmés, un décès, 5 qui sont guéris, donc les autres sont en train d'être traités. C'est ce que je peux dire par rapport à cette pandémie au niveau de notre pays. Merci pour ces différentes informations sur les pays et les mouvements nationaux. Je voudrais quand même revenir un peu pour vous donner l'occasion de nous en dire davantage sur comment effectivement cette pandémie affecte-t-elle les activités du mouvement. Est-ce qu'il vous est arrivé de devoir, on va dire, reporter ou carrément annuler des activités? Si oui, est-ce qu'il y a de nouvelles modalités d'organisation de ces activités annulées ou reportées? Comment vous vous y prenez actuellement pour fonctionner au quotidien? Je voudrais demander à notre frère Armand de commencer et puis ensuite nous irons au frère David. Donc, Armand, s'il te plaît. Alors, merci. Il est évident que ce genre de situation inédite affecte les activités. Le samedi, j'ai eu à faire une émission sur l'une des radios évangéliques et j'ai dit que cette situation est vraiment inédite. Il y a une attitude qui est la banalisation que je trouve qui n'est pas aussi bonne dans cette situation, autant que le fait de dramatiser, de croire que c'est la fin. Donc, c'est une situation inédite et elle nous affecte tous. Au niveau du mouvement, nous avons été affectés à plusieurs niveaux. Par exemple, le 28 mars, on devait faire un camp interrégional, juste au début des congés de Pâques. On a dû annuler. Pour les élèves, c'était un mini-drame parce qu'ils ne prenaient pas à ce moment-là toute la mesure des choses. Ils se disaient que nous ne devons pas annuler, on devait essayer. Alors que, bon, nous, on avait des informations, on avait anticipé parce que les transports allaient être ralentis, on devait boucler des villes. Actuellement, il n'est plus possible chez nous de circuler de préfecture en préfecture. Ce n'est pas un bouclage ciblé, c'est un bouclage ville par ville, préfecture par préfecture. Donc, de sorte que les cas d'une préfecture restent dans la préfecture. Donc, c'est bouclé avec des militaires. Et si on n'avait pas fait cela, ça devait être beaucoup plus dramatique. Donc, on a dû annuler ce camp. Évidemment,
quand on dit fermeture des écoles, fermeture de toute forme de réunion physique, d'une certaine manière, nous avons un camp congrès pour cette année 2020 qui est pour août. On était en pleine préparation avec des invitations, des orateurs, tout ça là est en pointillé. Les étudiants sont courageux pour continuer une préparation en ligne, mais actuellement, nous nous demandons nous-mêmes si finalement on va pouvoir tenir. On se pose des questions. Jusque-là, on n'a pas pris de décision, mais on se demande si août va nous voir tenir notre congrès. Alors, je voudrais parler brièvement des choses que nous faisons pour pouvoir contourner ce genre de situation. Le mot d'ordre à cette époque de pandémie de COVID-19, c'est le virtuel. Et quand j'animais mon émission la dernière fois, je disais que en un rien de temps, même pour les plus spirituels qui tiraient à bout portant sur les réseaux sociaux, c'est devenu intéressant. Des églises ont maintenant des chaînes YouTube, des chaînes Facebook Live. Quelque part, cette pandémie est bonne. Et pour nous qui sommes avec les élèves étudiants qui avaient déjà, avec une certaine forme des connexions de travail sur les réseaux sociaux, on n'a fait que l'amplifier. Actuellement, au niveau des GBEST, on a un volet édification régulière dans ce sens, où nous avons pris des dispositions pour faire des études bibliques sur nos plateformes sociales pour que les élèves, les étudiants, les amis maintiennent cette chaleur d'éducation parce que justement, ils en ont besoin. Les églises sont fermées, les églises ne sont pas préparées. Et même si certaines églises font des efforts, les gens n'ont pas été préparés à être des chrétiens autonomes. Les gens qui peuvent s'autosuffire, lire la parole de Dieu eux-mêmes, le creuser. Et au GBE, nous avons la possibilité de faire ça. Nous accentuons cela pour que nos élèves, nos étudiants puissent étudier la parole de Dieu eux-mêmes. Nous avons un programme de prière, c'est une crise et les gens ont besoin de se reposer sur le Seigneur. Depuis quelques semaines, nous faisons un jeûne et prière hebdomadaire tous les mercredis. Nous donnons les requêtes sur nos plateformes sociales, les gens prient chez eux. Et à la fin, nous avons une séance comme celle-ci sur Zoom où nous clôturons la prière ensemble. Mercredi passé, on était ensemble, c'était vraiment de la vraie communion. C'était très bien. Au passage, on avait depuis quelques semaines aussi une sœur du GBEB ici qui a été confinée chez nous parce qu'elle a raté son vol en provenance de Johannesburg. Et donc, elle a prié avec nous. On a aussi prié avec elle pour que la situation se calme et qu'elle puisse rentrer. Un autre volet, c'est la solidarité. Les étudiants, il y a certains qui ont été surpris par cette affaire de bouclage, qui sont restés dans des villes sans pouvoir regagner les parents. Il y a des étudiants qui sont à l'université qui n'ont pas eu le temps de toucher leur allocation depuis le début de l'année. Et la situation n'est pas très facile pour eux. Il y a des étudiants étrangers dans des écoles privées qui nous sollicitent. Et donc, nous avons décidé au niveau du mouvement d'établir une cagnotte dénommée cagnotte GBEST Solidarité COVID-19 qui fait son bonhomme de chemin. Il y a certains amis qui nous donnent des vivres, des non-vivres comme du riz, des savons, du gel sanitaire pour des gens qui en ont besoin. Nous avons aussi les paiements mobiles qui permettent de vous envoyer de l'argent pour ceux qui le peuvent et cela nous permet de pouvoir aider quelques étudiants autant soit peu qui sont dans le besoin. Enfin, il y a un dispositif que nous avons mis en place pour essayer d'aider les élèves à réviser. Nous avons beaucoup d'élèves qui sont laissés à eux-mêmes, qui ne sont pas habitués, les semaines deviennent longues à la maison, ils foutent dans l'oisiveté et on a peur qu'ils désapprennent. Ce qui est sûr, à un moment donné, les examens auront lieu et nous allons garder la cadence. Donc, nous avons créé une plateforme sociale sur WhatsApp qui permet de réviser. Je suis sur la plateforme tout à l'heure avant notre interview. Je suivais une révision de géographie en terminale.
sur la guerre froide. Ça m'a rappelé encore les vieilles leçons. Et un étudiant est en train de coacher les élèves pour qu'ils puissent réviser sur la guerre froide, garder le cap, continuer d'interagir sur ce qu'ils ont déjà appris au cours de l'année pour les maintenir un peu en attendant que les examens puissent venir. Voilà ce que je peux dire sur les mesures que nous avons. Merci bien. Je vais laisser le frère Camille qui va se prononcer sur cette question aussi. Okay, merci. Je crois que cette pandémie a mis un coup de massue sur les activités du GBEB. Nous avons dû annuler un certain nombre d'initiatives qui étaient en cours. Il y avait le mois de l'amitié qui était un véritable outil donc, de progrès du ministère, surtout au sud du Bénin, à Calavi, Cotonou. Et donc, les amis ont commencé par visiter les étudiants sur les campus. C'était une initiative vraiment inédite. Quand cette pandémie est intervenue, nous l'avons vu dans un premier temps comme vraiment une attaque spirituelle, parce que c'était après un long moment de prière que nous avons vu ce réveil. C'est un réveil qui a commencé au sein donc, du GBEB. Et du coup, ça a découragé dans un premier temps parce que on a dû prendre des décisions au niveau du mouvement national pour suspendre toutes les activités. Et cela n'a pas été, dans un premier temps, véritablement digéré par un certain nombre de responsables parce qu'on était vraiment dans le feu de l'action. Bon, mais je crois que finalement, tout le monde a compris qu'il fallait arrêter, surtout que nous sommes des intellectuels chrétiens, il fallait donner l'exemple. Alors, donc, je crois que cela a permis également de voir au niveau des églises qu'il fallait suivre, parce que sinon on a pu arrêter nos activités, donc il fallait encourager nos leaders aussi à vraiment aller dans ce sens. Deuxième chose, c'est au niveau des petites rencontres, surtout des amis. C'était également une période où il y avait cette vague de regroupement à l'intérieur du pays également. C'était souhaité. Et donc, nous voyons, parce que le thème de l'année, c'était un temps de rayonnement nouveau. Donc, on a commencé par voir effectivement ce rayonnement qui a commencé. Et du coup, suspendre toutes les activités de cette manière a été véritablement une douleur pour nous. Donc, si bien qu'on a eu du mal à nous relancer, parce qu'il fallait gérer donc cette crise-là de suspension des activités. Alors, mais ce que nous avons initié, c'est d'abord au niveau du staff. Nous avons pris du temps pour prier au niveau de notre staff, mais aussi réfléchir pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et tout de suite, les étudiants, les secrétaires itinérants ont mis en place le système donc, de réseautage pour pouvoir continuer les activités. Et ce qui est vraiment encourageant, c'est qu'il y a des nouveaux groupes qui sont nés dans ces conditions-là. Ouais, les groupes à la FSS, les groupes à la FSS qu'on cherchait depuis 8 ans. Aujourd'hui, pendant ce temps de crise, nous avons un groupe à la FSS qui est né, un groupe à l'INMES qui est né, un groupe dans une école privée qui est né pendant ce temps de crise. Mais ça se fait sur les réseaux sociaux. Vous voyez, donc, le confinement a quand même permis d'avoir une dynamique sur les réseaux sociaux, surtout avec le WhatsApp. Donc, les nouveaux groupes sont créés au niveau donc, de certaines écoles. Et puis, nous avons
les rencontres de ces groupes-là, à chaque séance, il y a des moments de prière, des moments d'études bibliques, mais c'est en fonction donc de chaque groupe WhatsApp. Alors, nous avons dit, mais si on fait comme ça, la solidarité nationale va prendre un coup. Il faut donc faire en sorte que tout le monde se retrouve après tout dans une communion générale. Du coup, donc nous avons dit, mais pendant que les gens vont faire leurs activités au niveau local, dans les régions, par les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait pour que nous ayons une famille élargie également au niveau national? Et on sait que WhatsApp ne prend pas plus de 256 personnes. Alors, on a proposé donc, il faut migrer vers le Telegram pour permettre à chaque semaine que nous ayons une activité d'édification telle que les études bibliques. Toutes les 2 semaines, nous aurons une réunion une journée de jeûne et prière toutes les 2 semaines. Et puis, chaque mercredi, nous aurons une étude biblique nationale. Alors, donc, aujourd'hui, le processus de mutation vers Telegram a commencé depuis hier. Alors, donc, à partir de la semaine prochaine, tout ce que nous avons défini au niveau du staff va se mettre en place, mais cette fois-ci, au niveau donc de la plateforme Telegram, où tout le monde va migrer pour suivre maintenant la formation au niveau national. Donc, alors, pendant que nous sommes en train de faire les activités au niveau national, certains secrétaires itinérants ou bien les secrétaires itinérants et certains membres du staff vont essayer de relayer au niveau local dans les groupes WhatsApp parce qu'on sait que les 1000 personnes ne vont pas certainement migrer au même moment. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de mettre en place pour le moment, actuellement au sein de GBEF. Pour les élèves, c'est ce qui est un peu plus difficile pour nous parce que ce n'est pas facile avec les élèves, mais il y a, parce qu'il faut aussi alimenter les crédits et tout ça. Donc, on a encouragé à aller vers Messenger. Donc, il y a les groupes Messenger qui sont créés au niveau des secrétaires itinérants pour aider les élèves. Et on a pensé également à la révision et tout ça. Par rapport aux cas sociaux, je crois que jusqu'à présent, vous savez, les béninois, dès que le gouvernement, oui. Si ça ne vous gêne pas, qu'on revienne un peu sur les cas sociaux plus tard, si ça ne vous dérange pas. D'accord, merci beaucoup. Merci bien, merci. Nous allons laisser le frère David nous dire un peu comment ça se passe en Guinée. Bon, merci. Et je voulais juste dire que le COVID-19, d'ailleurs, le premier cas a été déclaré chez nous le 12 mars dernier et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 438 cas, donc 49 guéris, un décès. Alors, donc, juste pour vous dire, pour vous rappeler par rapport à ce que je disais au début, que nous sommes inquiets par rapport à la progression de la pandémie dans notre pays. Et donc, au niveau des activités, ça nous a bien sûr affecté. On a déjà dû reporter 2 fois notre conseil d'administration, la réunion de notre conseil d'administration. La première, elle était due aux crises politiques et la seconde était due au COVID-19 parce que les 27, 28 et 29 mars, nous devrions avoir notre conseil d'administration. Et c'était un conseil très important parce que ça devrait approuver non seulement les rapports. Et donc, le congrès, pour le moment, n'est pas annulé pour 2020, mais nous ne savons pas encore quand. Nous allons tenir, comme le frère Allemand disait. Donc, on est dans une situation de positionnement, de voir comment l'épidémie va évoluer, jusqu'à quand ça va nous traîner. Alors, pour le moment, on n'a pas pris de décision. La rencontre du staff pour préparer justement la relève, parce que moi, je suis partant à la fin de ce congrès. Donc, ma relève est déjà proposée. Donc, nous sommes dans un mouvement de préparation de ce jeune pour sa prise de responsabilité. Mais avec le COVID-19, donc, tous ces voyages qui étaient planifiés, visites de terrain, visites de contact avec d'autres partenaires, tout cela est suspendu. Alors, donc, les conséquences sont vraiment pour nous vraiment dramatiques. Quelquefois, je ne dors pas vraiment assez parce que je ne sais pas jusqu'à quand on peut reprendre pour la prise de contact avec les partenaires. Et donc, toutes ces tournées sont donc reportées et les séminaires qui étaient planifiés sont tombés d'eux-mêmes.
sans même beaucoup de discussions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à voir plus loin que si l'Afrique ne réfléchit pas, alors nous allons tomber dans une famine. Donc nous, on a commencé à encourager nos universitaires, dans toutes les villes universitaires, d'encourager ces gens à rejoindre le Sud, où en ce moment, les travaux sans perte sont en voie. À planter manioc, à planter banane, à planter patates, à planter, encourager, à faire voyager beaucoup d'étudiants de différentes villes pour rejoindre les parents là où ceux qui désiraient aller en tout cas aider dans ces travaux pour la production de l'huile de palme ou de la culture. Alors, on a investi un certain fonds pour aider un nombre d'étudiants à rejoindre les parents, ceux qui ont souhaité. Et parce que s'ils n'ont rien à faire, comme dans une région comme Cancan, où pour le moment, tu ne peux pas aller au champ parce que c'est la période de chaleur, tout est sec. Alors donc, ça serait difficile. Et plus que tu es à la maison, plus que tu manges. Donc, on a voulu aussi éviter la sous-charge de tous ces étudiants. Donc, ce n'était pas pour les chercher autour de nous, mais c'était pour les proposer d'être quelque part. Alors, nous avons donc fait cela. Et nous avons aussi encouragé les étudiants à se mettre plutôt en duo et en trio de prière, parce que les réunions là ne sont pas supprimées chez nous. Et donc, j'ai écrit une lettre circulaire à tous les groupes locaux, mais aussi aux individus. Et une chose qu'on a aussi encouragée, comme les églises sont fermées, donc on a vu que les pasteurs étaient paniqués parce qu'ils n'ont même pas imaginé de ce que ça pouvait arriver un jour. Et ensuite, ce qui préoccupe la plupart de nos pasteurs chez nous, c'est la collecte qui est supprimée. Et donc, leur vie de tous les jours est en danger parce qu'ils n'ont pas les offrandes tous les jours. Alors, donc, nous, on a essayé donc de dire que c'est une opportunité de relancer les cultes de famille et d'aider en tant que JBEG de voir qu'est-ce que nous pouvons faire à ce niveau. Donc, nous sommes en train d'encourager nos membres à aller de l'avant dans l'accompagnement de plusieurs familles pour les cultes de famille, pour l'étude biblique et aussi pour donc, démarrer les duos et les trucs de prière dans tous les coins. Et c'est en train de vraiment faire le chemin. Et chaque groupe local a été encouragé à créer son groupe WhatsApp pour gérer son groupe parce que dans les grands groupes, il y a trop de désordre. Les gens transfèrent n'importe quelle vidéo et on essaie de se battre pour tout ça. Donc, nous, c'est vrai, on avait déjà deux grands, nous avons encouragé depuis le début mars, que chaque groupe local ait la possibilité de créer son propre groupe local au niveau de son WhatsApp pour que la gestion soit plus facile. Et donc, nous avons commencé aussi, donc nous sommes en train de travailler là-dessus, de ce qui est fait et de ce qui va venir. Nous devrions construire le forage au siège des JBEG. Nous attendions un virement de notre partenaire depuis le début mars. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas, donc on ne sait pas jusqu'à quand nous pouvons avoir l'argent pour créer le forage au siège. Donc tout ça, ça nous amène. On devrait transporter le 1er avril 10 panneaux solaires à l'Abbé, où le frère Paul est, pour l'installation de notre centre de ministère. Mais tout ça là est en souffrance en ce moment. Donc voilà un peu comment nous sommes. Mais nous ne sommes pas désespérés. Je pense que c'est en train de faire réfléchir aux gens ce que nous sommes. Et aujourd'hui, ça a démontré que les gens, comme les Guinéens, on ne peut plus juste croiser les bras et s'attendre aux dons des Blancs, parce que les Blancs même sont affectés par la crise, donc l'argent ne viendra pas des Blancs, donc il faut nous-mêmes réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, donc nous sommes dans cette réflexion et nous espérons qu'il y aura une solidarité nationale qui va commencer. Voilà un peu en gros là où nous en sommes. Merci beaucoup. Merci. Je vais laisser le frère Camille nous dire un peu plus sur comment est-ce que le GBEB accompagne les élèves, les étudiants et aussi les personnes qui sont, disons, en situation difficile. Et évidemment, ce confinement fait que beaucoup de personnes vont peut-être manquer de quoi manger et tout. Comment est-ce que le GBEB accompagne ces personnes? Merci beaucoup. Comme au début de la pandémie, nous avons pris une décision de surseoir toutes les activités. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas attendus, sont rentrés chez eux.
Donc, la majorité chez nous, de toutes les façons, sont en sécurité. La plupart des étudiants sont retournés, certains sont retournés chez les parents et d'autres sont ici à Cotonou, mais aucune information à la mise jusqu'à présent sur les cas, parce que nous avons demandé au niveau de chaque secrétaire itinérant, que ce soit à Cotonou ou à l'intérieur du pays, de nous informer sur la situation des cas sociaux. Alors, ce que nous avons compris, c'est que les étudiants ont été très proactifs en retournant très tôt au village, comme on le dit, et où certains du Nord qui sont retournés et d'autres qui sont naturellement au Sud, donc sont là. Jusqu'à présent, je peux l'affirmer, jusqu'à présent, on n'a aucune information qui nous alarme sur une situation à prendre en charge. Cependant, nous avons décidé au niveau du staff de créer un fonds qui permet donc de prendre en charge éventuellement des cas qui seraient annoncés. Mais jusqu'à présent, nous pouvons dire merci au Seigneur parce qu'aucun cas n'a été annoncé pour dire, bon, telle personne n'a pas trouvé à manger, telle personne est en situation difficile et tout ça. Donc, à notre niveau, nous avons eu une responsabilité au niveau donc, des apprenants. Surtout que le confinement n'est pas total, donc dans le reste du pays, tout se passe normalement. Seulement qu'ils ne sont pas au cours, c'est tout. Donc, je pense que à notre niveau, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu information de sollicitation par rapport aux cas sociaux. Cela dit, il faut aussi se préparer parce que ce qu'on sait, c'est que si, comme David le disait, si on ne travaille pas à produire aujourd'hui, d'ici l'année prochaine, peut-être il peut y avoir une famine qui va frapper de plein fouet encore la population. Et je crois que c'est à ce niveau-là que les réflexions se mènent pour dire mais comment on peut se mettre vraiment ensemble pour créer une banque donc, alimentaire et tout ça. Donc, c'est des idées qui sont en cours. Rien de formel n'a été retenu pour le moment. Alors, ce que je veux dire de façon claire et nette, c'est que nous n'avons pas encore des cas de sollicitation, nous n'avons pas encore des cas sociaux sous les bras et nous savons aussi que généralement, les gens savent se prendre en charge dans certaines situations. Vous savez, nous avons reporté le congrès l'année dernière qui devait se faire cette année. Donc, on devait avoir le congrès en août, avoir le camp national, la conférence nationale des étudiants et le congrès des amis. Donc, on a fait un programme très, très, très coordonné pour mettre tout ça dans une seule période. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser la question si ces activités pourraient tenir. Alors, nous sommes en train d'avoir un plan B pour dire si on n'arrivait pas à faire ce congrès en août, on pourrait donc le reporter en décembre pour pouvoir tout au moins faire le congrès en décembre. Mais ça serait dramatique pour nous de ne pas pouvoir faire le camp national parce que les informations sont en train d'être parties, le comité est installé, donc il continue de travailler. Mais nous voyons que la question de la mobilisation des ressources pourra poser un problème sérieux si les tendances sont celles que nous sommes en train de constater déjà à notre niveau national ici. Donc voilà un peu. On ne croise pas les bras, mais nous voulons encourager les étudiants, les amis à prier parce que la situation n'est pas aussi simple comme on le croit. Merci beaucoup. Je voudrais bien poser la même question à Armand. Comment ça se passe au Togo? Est-ce qu'il y a un système de prise en charge d'accompagnement des étudiants? Je sais que tu en as parlé déjà brièvement, mais bon.
Je crois que ça va peut-être être des redites. Donc, chez nous, en fait, il y a déjà des sollicitations. Je crois que ça a été peut-être dû en partie au fait que les bouclages des villes n'ont pas été annoncés à temps avec possibilité de donner de temps de réaction aux élèves. Il y a des gens même qui ont souffert, ils n'ont pas pu rejoindre leur famille dans le même pays jusqu'à présent. Donc, certains étudiants se sont retrouvés en situation délicate. Même pour la ville de Lomé, qui est la capitale, il y a des étudiants qui se sont déplacés pour venir en ville étudier depuis octobre, qui sont là sans allocation et qui sont dans des situations très précaires. Et cette situation accentue la précarité. Donc, il y a des sollicitations. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est de mettre en place une cagnotte. Et comme je l'ai dit, c'est plusieurs pistes. D'abord, des contributions de vivres et non-vivres en dons en nature, des transferts monétaires. Les transferts monétaires sont utiles parce que si la personne est à l'intérieur, vous ne pouvez pas facilement lui acheminer maintenant des vivres. Donc, un transfert monétaire aidera. Mais pour ceux qui sont dans la commune de Lomé, c'est possible d'amener un sac de riz pour soulager un étudiant. Et c'est des besoins réels. Il y a surtout la question aussi des étudiants qui sont ici, mais qui ne sont pas chez eux. Les étudiants étrangers qui sont dans les grandes écoles et avec lesquels nous sommes en contact. J'ai eu une publication de ce genre. Et bon, on espère que la solidarité des amis fera en sorte qu'on y fera face. Parce que n'oublions pas, les personnes qui sont censées nous aider aussi n'ont pas des situations faciles à ce moment. Avec la crise, il y a la pandémie, tout le monde est un peu sur le recouloir, ce n'est pas évident. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à l'accompagnement lié. Merci beaucoup. Alors, la crise a commencé et nous avons la foi qu'elle va finir un jour. Je voudrais demander au frère David, comment est-ce que vous entrevoyez l'après-Covid pour le GBEC? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez tirer comme leçon de cette situation pour la suite? Bon, nous, on est déjà vraiment préoccupés parce que contrairement aux autres pays, depuis 2006, il n'y a pas de cité universitaire chez nous. Tous les étudiants sont dans les quartiers. Alors, dans cette situation de crise, les questions de loyer, tout ça là. Alors, donc, nous pensons déjà que même l'après-crise sanitaire de COVID-19, ça va poser un problème de crise sociale au niveau des étudiants. Beaucoup d'étudiants vont être déstabilisés parce qu'il faut faire face à la vie de tous les jours. Les loyers sont en train de grimper. Ils ne sont pas à l'école. Ils ont les affaires dans les chambres et ils doivent payer les loyers. Après, il y a la question de nourriture. Mais ce qui est intéressant et encourageant pour nous dans cette crise, c'est que ça a démontré que nous avons la capacité de nous prendre en charge d'une manière ou d'une autre. On n'a pas besoin toujours de compter sur les autres. Et je pense que ça, c'est positif, comme le frère Armand disait, que tout n'est pas négatif. Peut-être au début, on a diabolisé tellement le COVID-19, mais on n'a pas vu les aspects positifs de ce que ça peut donner. Parce que la responsabilité nationale va être engagée de l'après-COVID-19, parce qu'on va être conscient que où je peux demander de l'aide alors que les autres ont souffert peut-être plus que moi. Et donc, pour nous, de ce point de vue-là, c'est positif. On espère que donc l'après-crise, les Guinéens vont être plus responsables dans l'engagement dans le ministère. Et l'autre chose, c'est que nous sommes en train de travailler déjà sur un projet qu'on a dénommé projet d'urgence après COVID-19. Donc, qui est en préparation pour la prise en charge de 300 élèves et étudiants, puis de 50 à 100 familles, des amis, parce que nous avons aussi beaucoup de jeunes professeurs contractuels qui enseignent dans les privés, qui enseignent par-ci, par-là, qui sont vacataires
ils n'ont pas de salaire fixe. Maintenant qu'il n'y a pas d'école, donc il n'y a pas de salaire. Alors donc, comment ces gens-là vont vivre? Donc, nous voulons être, en tant que GEBEG, un espoir pour ces gens, pour continuer la vie. Et on n'a pas besoin que les gens nous crient, mais nous voulons avoir les yeux ouverts pour voir les besoins. Et donc, nous sommes en train de travailler sur ce projet. La semaine prochaine, nous allons lancer la collecte de fonds et la collecte de vivres. Nous espérons que nous pourrons être un soutien. Donc, pour l'après, tous les détails ne sont pas encore là parce que la réorganisation du travail, concrètement, comment on va faire, on n'est pas encore à ce niveau. Le dimanche prochain, nous allons avoir notre réunion de staff sur Zoom. Ça sera la deuxième fois que le staff va se réunir. Et donc, c'est là que nous allons planifier un certain nombre d'idées pour voir comment ça va se passer. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de préparer. Mais, oui, la préoccupation de la crise est encore loin. Nous, on est au début de la crise. On ne sait même pas, on ne peut pas dire on est bientôt vers la fin où on va bientôt voir le bout du tunnel. Parce que chaque jour, le nombre augmente. Chaque jour, le nombre augmente. La fin est encore loin devant nous. Ça fait un miracle de Dieu sur lequel nous espérons chaque jour. Merci beaucoup. Qu'en est-il du Togo? Il y a deux choses. Deux choses que je vois pour l'après-Covid chez nous. La première chose est le besoin d'adaptation du ministère. Nous sommes en train d'exécuter un ministère dans un environnement sans cesse changeant. En début d'année, j'avais fait un enseignement avec les étudiants. Je leur disais que il va arriver un temps où même l'université va se virtualiser et qu'il faut se préparer à avoir des groupes virtuels parce que quand étudieront sans se voir, ça se passe déjà et que c'est une marche irrémédiable. Je ne pensais pas en le disant que ce serait aussi concret dans quelques semaines avec cette situation. On en vient faire des cours sur les plateformes, etc., etc. Donc, nous avons besoin, à la sortie de cette pandémie, d'adapter le ministère, de réfléchir plus profondément aux choses que nous pouvons faire qui rapprochent le ministère des élèves et des étudiants. Et ce serait pour nous notre manière même d'aider l'Église. L'Église est en retard par rapport à la digitalisation. Il a fallu cette crise pour que les gens sachent qu'on peut diffuser un culte en direct pour des gens qui sont à la maison, qui sont rien que sur les réseaux sociaux, les atteindre. Donc, nous avons besoin d'approfondir ce genre d'approche pour pouvoir réellement aider l'Église. Ça, c'est la première chose positive que je vois. La question de l'adaptation après. D'accord, je vais laisser le SG du Bénin nous dire comment il entrevoit l'après-Covid et en même temps dire son mot de la fin. Merci beaucoup. Je crois que quand on parle de l'après-Covid, je me pose vraiment la question, est-ce que Covid va finir maintenant ou pas? Mais l'espoir, c'est que je crois que les autorités étatiques ont affirmé hier que nous sommes en train de passer, Covid est en train de passer derrière nous. Alors, si c'est ça, effectivement, que Covid est en train de passer derrière nous au Bénin, cela veut dire que, en réalité, la crise n'aura pas réellement fait des vagues d'impact sociaux assez courts. Il ne serait pas trop juste de dire que l'après-Covid va véritablement changer le style de vie des Béninois. Ça, je peux l'affirmer parce que jusqu'à présent, si tu sors dans la rue, c'est comme si rien ne se passe en réalité. Donc, les gens vivent leur vie de tous les jours. C'est les cadres, c'est au niveau des cadres. Nous sommes allés à l'école qui avons les informations, qui sommes stressés, qui marchons toujours la bouche et les nez bandés. Alors, donc, sinon les autres vivent
comme si de rien n'était, malheureusement. Bon, et alors, je dis par rapport à après Covid, ce que j'ai ressenti véritablement, c'est que, la question de l'adaptation du ministère, comme maman vient de le dire, est nécessaire, c'est fondamental. J'étais, il y a environ 5 ans en arrière, la question de la digitalisation par rapport au ministère, j'étais un peu réservé. Mais aujourd'hui, je vois que c'est indispensable. On ne peut pas continuer par minimiser la portée de ce que les réseaux sociaux ou bien de ce que la digitalisation peut aider à faire dans le ministère. Mais dans le même temps, pour le contexte africain, en tout cas Afrique de l'Ouest, ça ne suffit pas. Donc, c'est comment allier maintenant digitalisation et rencontre physique. Il faut véritablement penser à ces choses et faire des choses intentionnelles dans ce sens. Deuxième élément, c'est par rapport à la mobilisation des ressources. La crise aidant, donc, plusieurs personnes se disent, bon, ils sont en train de se sécuriser. Donc, se sécuriser veut dire, le peu que j'ai, je garde quand même. Alors, tu passes quelque part, tu es quelque part, bon, nous sommes en crise. Et donc, ça, c'est un véritable défi. Comment faire en sorte qu'on puisse comprendre que plus nous sommes en crise, plus nous avons la grâce de la bénédiction de Dieu. C'est très important. Donc, une question d'enseignement, de changement de paradigme pour dire, plus nous sommes en crise, plus le Seigneur envoie encore sa grâce. Et comment faire pour faire confiance en Dieu en temps de crise et continuer de faire le ministère comme si la crise n'était pas là. Donc, c'est des changements de mentalité que nous devons développer. Alors, je voudrais finir en disant que cette initiative de discussion en ligne avec la région, notre sous-région, c'est encourageant. Et si on peut davantage voir comment élargir peut-être prochainement avec 2 ou 3 étudiants ensemble, avec un membre de staff, pour que effectivement ces étudiants s'expriment. Parce que nous disons, nous parlons du haut peut-être. Certains diront que bon, ils sont en train de parler du haut. Mais si ces étudiants sont aussi là, ils pourraient véritablement relayer ce qui se passe effectivement sur le terrain. Et donc, le monde entier saura que l'Afrique ne croise pas les bras et que les GBU sont véritablement un mouvement prophétique pour le progrès de l'Afrique. Donc, je voudrais encourager cette initiative et que nous puissions continuer par réfléchir, progresser profondément pour voir comment on peut faire pour que la nouvelle génération, tout en travaillant sur le numérique, soit profond dans la parole de Dieu. Ça c'est un défi. Le défi de l'apologétique aujourd'hui, c'est indispensable. Quand je vois parfois les débats sur les réseaux sociaux, je dis non, on n'a pas de la consistance. Et ça, c'est un défi pour les GBE. Comment faire un ministère dans le numérique et être pertinent, être consistant, alors que nous sommes un peuple de réalité. Merci pour ces informations-là et ces suggestions que nous notons bien. En fait, pour cette première phase, nous avons déjà pris en compte les étudiants, mais pas, on va dire, sur le même plateau avec les staffs. Donc, pour une prochaine édition, nous allons intégrer cela. Merci beaucoup. Je vais laisser la place à notre frère Armand pour la deuxième initiative dont il avait parlé et ensuite donner son mot de fin. C'est même pas la deuxième initiative. Peut-être ma perspective sur l'après-Covid, ça va être aussi mon mot de fin en même temps. Je pense que l'après-Covid sera une opportunité inouïe de témoignage. Que ce soit chez nous ou ailleurs, cette crise qui est inédite et qui vient quand même ébranler beaucoup de certitudes dans le monde va amener des personnes à se poser des questions existentielles. Des questions du genre, finalement, est-ce que tout ce que nous voyons est sûr? Est-ce qu'on peut se confier dans
les projets que nous avons, les richesses, la certitude que le monde tenu par le puissant est inébranlable. Ça va être une opportunité de placer la parole de Dieu. Et nous avons besoin tout à fait des stratégies et de développer des moyens d'atteindre les étudiants et les postes universitaires. Et il faudrait que nous en soyons conscients, que nous ne laissons pas tout. Il va y avoir un moyen de pouvoir dire aux gens ce qui est sûr, c'est Dieu. Et vous avez besoin de Dieu. Sinon, vous courez derrière la poussière. Et ça va être une occasion de ramener les cœurs à Dieu. Et comme c'est notre mission principale, il faut que nous le tenons vraiment en haut de priorité. Voilà ce que je dirais pour la fin. Merci beaucoup. Nous allons laisser le frère David dire son mot de la fin aussi. Bon, moi, je dois dire qu'une telle réunion, elle est vraiment salutaire parce que quand on fonctionne dans une crise comme ça, soit on pense être seul, on pense perdre la tête, mais en échangeant avec les autres, on se rend compte que la crise n'est pas seule, elle est partagée, mais aussi on reçoit aussi des idées des uns et des autres. Et ça encourage à modifier peut-être certaines façons de voir les choses ou certaines façons de faire. Et donc, dans ce sens, je pense que la région a eu raison d'organiser une telle plateforme de concertation, de discussion, d'échange. Alors donc, merci pour ce temps, parce que moi, j'ai appris pas mal de choses avec Armand, avec Camille, et je pense que ça va aider à enrichir notre réflexion en tant que GBEC. Et donc, je voulais dire merci. Et je voudrais aussi dire que on peut dire tout ce que nous pouvons sur la crise, mais ce qui a été démontré, c'est la vulnérabilité de l'homme. On peut penser à tout ce qu'on veut, mais à la fin, Dieu demeure le souverain. Et je pense que la crise, là, à travers le monde entier, a démontré qu'il n'y a personne au-dessus de Dieu. Et c'est à cela que je voulais plutôt louer Dieu dans sa souveraineté. En tout cas, merci encore et bonne journée à vous aussi. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci infiniment à chacun de vous pour toutes ces merveilleuses contributions. Alors, comme conclusion, je voudrais dire que les mouvements de la Guinée, du Togo et du Bénin sont tous frappés de plein fouet par cette crise de la maladie à coronavirus. Cependant, la flamme de l'amour du Seigneur et du ministère étudiant reste allumée par différentes initiatives prises ci et là. Nos invités nous rassurent qu'ils voient le Covid comme une opportunité et non comme une menace, et non comme une punition, une opportunité de renforcement des cultes, de famille, de solidarité, de communauté, de réseautage, de partenariat avec l'Église, de développement du soutien local, une invitation à une adaptation et aussi une invitation à réfléchir afin que l'après-Covid soit plutôt une bénédiction. Et comme tout finit par finir, nous avons la foi qu'un jour, le Covid va finir, le Covid-19 va finir. Et après le Covid-19, notre souhait, c'est que nos mouvements nationaux se positionnent davantage pour être une bénédiction à l'Église, à l'université et à la société. Et je nous invite tous pour que ces initiatives prises en Guinée, au Togo et au Bénin soient une réalité. Que le Seigneur vous bénisse tous chez vous. Merci à nos invités. Merci au frère David, au frère Armand, au frère Camille. Que le Seigneur bénisse vos différents ministères. Amen. Merci. Merci. Merci beaucoup.